Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 14e numéro d'Entre nous soit dit. Entre nous soit dit, nous allons revenir bien sûr sur cette campagne présidentielle et sur ses conséquences. Au cours de cette campagne, j'ai entendu souvent prononcer les termes de travail, de récompense du travail, de l'effort, du mérite. Et à moins que j'ai mal entendu ou que mon oreille n'ait pas été suffisamment attentive, je n'ai jamais entendu prononcer le mot de propriété. Alors, je me suis inquiété et j'ai demandé à un expert de venir m'affranchir de ce doute. Et cet expert est ici présent. Jean Perrin, bonjour. Bonjour Claude. Vous êtes le président de l'Union nationale de la propriété immobilière, une grande association qui regroupe énormément de propriétaires, pour l'essentiel de propriétaires immobiliers, donc il y a également des propriétaires fonciers, mais je crois qu'ils sont dans d'autres associations. Et donc j'aimerais tout d'abord vous demander si votre oreille a été meilleure que la mienne et si vous avez entendu prononcer le mot de propriété pendant cette campagne électorale. Hélas Claude, non. Je veux dire, cette campagne s'est déroulée, on pensait qu'il y aurait beaucoup de thèmes sur la propriété, et nous-mêmes à l'UNPI, vous avez cité notre association qui regroupe à peu près 250 000 propriétaires qui disposent d'un peu plus de 500 000 logements, donc c'est conséquent. On a été très attentifs, on aurait aimé qu'on parle du logement et de la propriété. Et on pense même, sur un plan plus général, que la propriété est un facteur de stabilité de la société. Quand quelqu'un est propriétaire, on sait où il est, on sait où on peut le trouver, il se sent mieux intégré dans la société. Et on pense aussi que propriété va plus loin que le statut de propriétaire. Le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, a beaucoup parlé en disant qu'il faut que chacun ait un toit et un emploi. Eh bien, précisément, quand on donne à quelqu'un un toit, donc quand on lui donne la propriété, on donne à quelqu'un d'autre à côté un emploi. Parce que la propriété génère de l'activité économique, génère de l'emploi, et l'emploi que génère la propriété, c'est pas de l'emploi en Chine, c'est de l'emploi en France, de l'emploi local. Donc on pensait que ça devrait être au cœur de la campagne, pour toutes ces raisons, et encore bien d'autres. Et en fait, on a escamoté cela. Alors on a entendu qu'on voulait faire de la France une France de propriétaires, en disant que vous allez déduire les intérêts en petite partie, parce que entre l'annonce et puis ce qui semble sortir de Bercy, il y a une marge considérable, et je ne sais pas si c'est en déduisant quelque intérêt d'un revenu qu'on valorise un statut. Par contre, ce que j'ai entendu, et de manière assez dramatique, c'est qu'on parlait de réquisition de logement, qu'on parlait de droit au logement, qu'on parlait d'obligation de loger des personnes, mais pour lesquelles le propriétaire n'aurait plus rien à décider, qu'on parlait de réquisition dans le cadre d'un contingent préfectoral. Donc là, on parlait non pas de propriété, mais d'atteinte au droit de propriété. Et j'ai trouvé que c'était assez catastrophique dans la société qu'on voulait nous proposer, alors qu'on pense qu'une société doit être responsable, certes solidaire, mais aussi propriétaire, et avant tout propriétaire, puisque c'est garantir l'avenir. Bon, on nous a parlé de limiter, d'amputer, de réduire le droit de propriété de manière insidieuse, bien sûr, jamais on dirait. Voilà, alors donc vous me rassurez d'une certaine manière, tout en m'inquiétant beaucoup, car en effet, vous me rassurez d'abord sur le plan de l'ouïe, voilà. Je n'ai pas été sourd à certaines affirmations, mais en revanche, vous m'inquiétez beaucoup parce que, en effet, je crois qu'il est très dangereux pour une société de pénaliser la propriété dans la mesure où la propriété, c'est avant tout la sauvegarde des gens les plus modestes. Si les plus modestes peuvent devenir propriétaires, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans une situation de menace vis-à-vis à la fois de leur existence quotidienne et puis tout simplement de menace quant à leurs revenus, car c'est quand même une sécurité d'être propriétaire de quelque chose. Alors, quelques chiffres quand même, parce que je crois qu'ils ne sont pas inutiles, on ne va pas accabler nos téléspectateurs de chiffres, mais il en faut quand même. Bon, il y a en France, je crois, quelque chose comme 9,5 millions de logements. Si on veut prendre les grands chiffres. Oui, alors on va voilà, on est à peu près d'accord sur les grands chiffres. Voilà. Bon, il y a en France 27 millions de résidences principales. Voilà. Donc les gens sont dans leur maison, résidence principale 27 millions. Sur les 27 millions, il y a un peu plus de 13 millions de propriétaires occupants. 13 millions de personnes, ce qui fait à peine 56%, parce que vous verrez qu'on doit enlever des résidences secondaires, des résidences qui sont des logements de fonction. Vous parlez des résidences principales. Pas de résidences principales. D'accord. Donc, il y a 56% de Français qui sont propriétaires. Donc, il y a 46% de Français qui sont, 44% de Français qui sont locataires. Et sur ces locataires, il y a à peu près 4 500 000 logements qui sont fournis par le parc public,
qu'on a tort d'appeler parc social, c'est le parc public, oui. Et il y a 6 millions de logements qui sont proposés par le parc privé, c'est-à-dire par des propriétaires privés. Donc on voit bien que... Donc ça fait au total 9,5 millions voilà, de logements locatifs. Locatifs, voilà. Et sur ces 9,5 millions, 10 millions, la plus grande part, donc, par les propriétaires privés. Et on ne parle que de HLM. Et c'est le deuxième problème que vous évoquiez, c'est que notre société prend tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une société socialiste depuis 30 ans, qui est une société de l'assistanat. Et donc, plutôt que de rendre les gens propriétaires, puisque si on compare à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Espagne, les taux de propriétaires sont beaucoup plus élevés. Donc, au lieu de rendre les gens propriétaires, on leur a donné un statut de locataire confortable. Ce qui fait donc que ça n'a pas incité les gens à devenir propriétaires. Mais en surprotégeant les locataires, on a fait ce qu'on fait toujours quand on surprotège une espèce, on l'affaiblit. Donc on a rendu les locataires vulnérables parce qu'on leur donnait un statut de qualité. Et ce statut qu'on leur a donné a fait qu'ils ne sont pas devenus propriétaires. Mais quel gâchis! C'est ce que vous disiez. S'il y a 15 ans ou 20 ans, on avait rendu des personnes propriétaires, c'est-à-dire si on avait pu amener la France au niveau moyen européen avec 70% de propriétaires, c'est-à-dire 15% de plus qu'aujourd'hui, il y a 15% de personnes qui enregistreraient bon an mal an une plus-value immobilière, parce que ce qu'ils auraient acheté il y a 10-15 ans, si on regarde la valeur aujourd'hui, ils auraient un petit magot de côté. Ils se seraient sentis mieux intégrés dans la société, puisqu'ils auraient été propriétaires, donc identifiés, avec une adresse bien à eux, avec un local bien à eux. Et plus loin que cela, ils auraient arrêté de demander des aides au logement à l'État, puisqu'étant propriétaire, ils n'auraient pas eu à tendre la main à l'État. Mais l'État aime qu'on lui tende la main, parce qu'il met les gens en dépendance. Donc on comprend bien le système. Mais on aurait rendu des personnes plus libres, plus indépendantes. Elles auraient assuré leur retraite. Parce que quelqu'un qui est propriétaire, comme vous l'avez dit, il peut vendre sa maison en viager, il peut faire un crédit hypothécaire pour finir ses jours, puis il peut aussi la vendre à ses enfants ou la donner. Enfin, il y a des systèmes tout à fait adaptés qui peuvent améliorer une retraite. Puis, au-delà de ça encore, quand quelqu'un qui est propriétaire décède, ses héritiers sont propriétaires. Quand quelqu'un est locataire et qui décède, ses héritiers n'ont qu'un contrat de location. Donc ils sont condamnés à devenir eux-mêmes à nouveau locataires. Donc on voit bien c'est un enchaînement catastrophique pour l'économie nationale. Et on est dans les plus mauvais d'Europe en matière de taux de propriété. Tout ça parce qu'on fait de la démagogie, parce qu'on veut protéger le locataire et parce qu'on veut tapisser la France de logements publics, HLM, et que c'est pas la solution. Dans tous les secteurs des économies modernes, c'est pas l'État qui fait l'économie. L'État, il est là pour organiser un certain nombre de choses, pour faciliter un certain nombre de choses, mais c'est pas à l'État d'être propriétaire de 4 500 000 logements et de les louer. Qui laisse donc le marché faire? Et il verra que ça va beaucoup mieux. Alors, on vous accusera, bien entendu, et je l'ai entendu sur un certain nombre de plateaux où vous figuriez, d'être le représentant d'une caste de nantis. Je connais un peu vos adhérents, ce ne sont pas des nantis, ce sont des gens souvent, disons, parfois modestes même, mais en tout cas qui ont beaucoup travaillé pour obtenir leur propriété et qui voudraient au moins la conserver, et en tout cas ne pas la voir se dégrader et obtenir un petit revenu éventuellement par une location. Mais enfin, ça c'est la démagogie, ne nous y arrêtons pas. En revanche, il y a quand même un certain nombre de points fondamentaux qui sont cette fois-ci très directement liés à ce que la campagne électorale nous a permis de déterminer. Premièrement, si vraiment il apparaissait, on peut en discuter, que le nouveau gouvernement privilégie les revenus du travail et donc ne les taxe pas trop, compte tenu de la mentalité française, même si elle a évolué avec les années, on peut imaginer que les gens essaieront de devenir propriétaires. Donc ça peut peut-être grossir les rangs des propriétaires et les renforcer. Mais si ces revenus continuent d'être taxés, même un peu plus modestement, rien ne se passera. Donc ça va quand même se jouer sur les prélèvements fiscaux et sociaux. Alors à ce point de vue-là, quel est votre sentiment aujourd'hui, alors que nous sommes une semaine après l'installation du nouveau gouvernement ? Alors déjà, bien entendu, j'ai demandé à Madame Boutin un entretien, qui est notre ministre du Logement. Et j'ai demandé aussi à Jean-Louis Borloo, qu'on connaît bien, qui est aux finances, de pouvoir le rencontrer. Parce que le problème que vous soulevez est gravissime. Nous, on comprend bien qu'il faut au moins taxer le travail. On est un certain nombre de propriétaires qui ont 1 ou 2 ou 3 logements, donc pas des gros capitalistes avec un gros patrimoine, mais quand même quelque chose de conséquent qui permet de vivre du revenu. Si demain, l'État nous dit « je vais moins taxer le travail », ce qui peut se comprendre. Je veux continuer d'assister tous les malheureux qui arrivent en France. Et on sait que ça va continuer d'arriver. Bon, c'est pas les promesses qu'on nous fait, on sait qu'il y aura encore du malheur qui va arriver en France. Si on nous dit qu'on veut réduire la dette, ou du moins essayer de ne pas l'augmenter. Si on nous dit qu'on voudrait que les comptes sociaux n'aient pas trop de déficit,
si on nous dit qu'on remplacera quand même quelques fonctionnaires, et qu'on ne veut pas un budget en déséquilibre, on se dit qu'il va falloir trouver des recettes quelque part. Et qui reste à part nous, propriétaires? Personne. Ce qui veut donc dire qu'on va inciter les Français à devenir propriétaires, et derrière on va matraquer la propriété, parce que certains pensent, comme vous l'avez dit, qu'ils sont déjà propriétaires, ils n'ont pas besoin en plus d'avoir des revenus. Mais les propriétaires, ils doivent vivre comme les autres. Et donc le gros danger, c'est que l'État ait besoin plus de mettre à contribution les propriétaires, puisqu'il veut mettre tous les autres moins à contribution et qu'il aura le même train de vie. Je ne vois pas comment il va dépenser moins, il ne faut pas rêver. Bon. Et deuxièmement, on va avoir un phénomène grave, c'est que l'État se dégage d'un certain nombre de responsabilités sur les collectivités locales, qui elles-mêmes, lorsqu'elles veulent assurer leurs recettes, n'ont que la propriété. Puisqu'ils ne veulent pas taxer les habitants, les occupants, la taxe d'habitation, ça touche tout le monde, et les élus locaux, ils ne veulent pas déplaire à tout le monde. Bon, donc il ne leur restera plus qu'un créneau, ils ne veulent pas taxer les entreprises, parce qu'il y aura de l'emploi à faire, donc ils risquent de taxer les propriétaires. Et donc nous, on alerte le gouvernement qui se met en place, et on a envoyé un dossier à tous les candidats crédibles aux législatives, et il y en a. Et donc on leur dit, dites-nous quelles sont vos intentions, et surtout, on vous met en garde. Ne pensez pas que c'est en taxant la propriété que vous allez avoir une société solidaire, une société dynamique. Et là, je crois qu'il y a un véritable danger, et c'est pourquoi notre association, mais comme d'autres associations de propriétaires, ont besoin des dynamiques d'être renforcées. Sinon, je crains que les propriétaires se fassent massacrer à chaque occasion. Alors vous avez tout à l'heure bien expliqué pourquoi le propriétaire était une cible de choix. Vous avez dit que c'était une garantie parce qu'on sait où le trouver, mais c'est aussi pour le fisc une garantie. Il sait où le trouver. Et en plus, le propriétaire en général ne se déplace pas comme un escargot avec sa maison sur le dos. Il est en France, lui il ne se délocalise pas. Et par conséquent, c'est pour le fisc, effectivement, un objet parfaitement identifiable et parfaitement taxable, ce qui le rend fragile. C'est pour cela que je suis assez sceptique sur les résultats que va donner l'action du gouvernement, que je souhaite évidemment, à qui je souhaite de réussir. Personne de patriote ne peut souhaiter qu'un gouvernement ne réussisse pas, mais compte tenu des mesures que nous commençons à voir maintenant, compte tenu des hésitations quand même qui semblent indiquer que tout n'était pas préparé, et loin de là, je me demande si nous n'allons pas vers des désillusions. Or, il y a d'autres chiffres qu'il faut peut-être considérer. Dans l'électorat de Nicolas Sarkozy au deuxième tour, 19 millions de personnes, donc, il y a au moins 5 millions de personnes, au moins, si on juge d'après les transferts de voix, qui font partie de ce qu'on pourrait appeler une droite vigoureuse, enfin, disons une droite de conviction. 5 millions de personnes, c'est deux fois et demi la différence de voix qu'il y a eu avec Ségolène Royal. Donc on peut se demander si au bout d'un certain temps, combien je ne sais pas, les gens qui auraient été déçus ne finiraient pas par se révolter d'une certaine manière. Alors évidemment de façon calme. Je me souviens que j'ai participé à votre dernier congrès qui s'est déroulé à Paris, dans un grand hôtel du 1er arrondissement, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Voilà. Bon, il y avait là des propriétaires qui m'ont paru assez remontés. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un parlementaire qui est venu leur expliquer qu'il faudrait quand même aider les malheureux à se loger, etc. Ce qui, pour une âme sensible, est évidemment quelque chose d'important, mais j'ai l'impression que vos ouailles n'étaient pas très contentes d'entendre ce langage. Alors est-ce que vous croyez qu'ils vont rester très calmes très longtemps ? Si vous voulez, le problème de la propriété aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être laissé pour compte. Et pire que ça, on a le sentiment d'être montré du doigt. Et je crois que les propriétaires ne méritent pas cela. On est propriétaire comment ? Parce qu'on travaille, parce qu'on hérite, parce qu'on est économe, parce qu'on sait investir. On n'est pas propriétaire comme quand on gagne au loto ou je ne sais quoi. Donc je veux dire, et tous ceux qui ont investi dans la propriété, avant ils ont payé de l'impôt sur le revenu, sur les sommes qu'ils ont perçues. Donc je veux dire, c'est quelque chose d'acquis normalement, naturellement, légalement, officiellement. Alors après qu'on vienne essayer de stigmatiser les propriétaires, je crois qu'il y a un moment où ils commencent à se révolter. Alors, la révolte, pourquoi ? Eh bien, quand on a un patrimoine immobilier, et qu'on voit que finalement, avec tous les ennuis qu'il peut y avoir, parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit un jour, il gagne de l'argent en dormant, ce qui est faux, hein, un patrimoine immobilier, ça se gère, et c'est pas facile, avec toutes les lois qui sont en faveur des locataires, dont je parlais tout à l'heure, je veux dire, c'est pas facile. Donc, quand on voit toutes ces difficultés, et que le rendement net final
Après, tous les impôts, et notamment l'impôt sur la fortune, puisque l'immobilier est quand même le plus frappé par l'impôt sur la fortune, quand on voit que ça rapporte pas plus qu'un livret de caisse d'épargne, le propriétaire a envie de se dire, moi j'abandonne tout et je mets mon argent à la caisse d'épargne et je me fatigue pas et je loge pas mes concitoyens. Donc cette tension et cet énervement se sont manifestés le 28 mars de l'année dernière, donc quand on a fait notre colloque, et là récemment, vient encore de se manifester, puisque j'avais loué le train Thalys pour aller en Belgique avec les représentants de toutes nos fédérations de France, donc on était 120 qui avons pris le train pour aller à Bruxelles pour étudier comment on pourrait délocaliser. Et les propriétaires en arrivent à dire aujourd'hui, si on continue d'être taxés, massacrés, si notre bulletin de vote ne compte pas, eh bien nous, on va essayer de mettre notre argent à l'étranger, et puis la France, elle fera ce qu'elle voudra. Et si la France n'a plus de propriétaires, elle est morte. Alors effectivement, c'est une menace, et d'ailleurs c'est une menace qui peut se manifester sans avoir à prendre le train. Il suffit de créer des sociétés à l'étranger auxquelles on transférera le patrimoine. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est en Europe, même si certains ont tendance à l'oublier. Alors, il y a d'autres chiffres que j'aimerais évoquer avec vous, à la lumière des mouvements sociétaux, comme on dit maintenant, ou des mouvements de la société, pour parler d'une manière plus claire. Nous savons qu'actuellement, il y a un problème qui est très classique dans les sociétés modernes, c'est que les couples se distendent ou se défont. Donc, un couple qui occupait un appartement a besoin de 2 appartements s'il se sépare, à moins qu'il se recompose autrement, mais enfin, en général, chacun prend son appartement. Les personnes âgées vivent plus longtemps, Dieu merci, et donc elles occupent les appartements plus longtemps. Et puis, il y a une immigration chaque année qui représente, selon les chiffres officiels, au moins 350 000 personnes qui, naturellement, ont besoin de se loger. Alors, nous avons un parc immobilier que vous avez décrit tout à l'heure, et nous avons également une construction qui, après avoir un petit peu progressé quand même, n'est pas suffisante, puisqu'on me dit, je ne sais pas si vous validerez le chiffre, qu'il manque 1 million d'appartements en France. Est-ce que c'est à peu près exact? Oui et non. Ah bon, alors oui, précisons cela, parce voilà. que moi j'ai lu ça dans diverses publications. Effectivement, si on prend les demandes de logement, il manque à peu près 1 million de logements. Oui. Mais on oublie de dire qu'on a 2 millions de logements vides. Ah d'accord. Alors là, c'est un grand débat, parce qu'on me dit, oui, mais les logements vides ne sont pas là où il y en a besoin. Alors déjà, il y a son... qu'à les déplacer. Voilà. Mais je vais proposer une autre solution, qui est plus réaliste, même si elle est folle. D'abord, il y a des logements vides partout. À Paris, il y a des logements vides. Et il y a des logements vides parce que les propriétaires ne veulent pas les louer. Et ils ne veulent pas les louer pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'ils ont peur de ne pas être payés. Et la deuxième, c'est qu'ils ont peur de ne pas pouvoir le récupérer s'ils souhaitent le récupérer. Donc si on rassurait les gens là-dessus, on manquerait moins de logements. Deuxièmement, on manque de logements à loyer accessible. Or, les constructions nouvelles ont souvent des loyers de sortie qui sont trop élevés, compte tenu du prix du foncier, compte tenu du prix des matériaux, de la main-d'œuvre. Bon, souvent, ça fait des prix élevés. Donc, c'est pas ça qui répondra forcément à la crise. Puis enfin, dernier point. S'il y a des logements libres, et je vais demain à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, il y a des logements vacants. Alors moi, je me fais une petite réflexion. Je dis, on sait qu'à Paris, ou dans les villes où ça coince, il y a des gens qui vivent des minima sociaux. Donc, en quelque sorte, ils vivent des aides de l'État. On sait que ça sera durable. Donc on sait que c'est pas demain qu'ils auront du travail ni rien, et on peut même penser que jusqu'à la fin, ils vivront des aides de l'État. Donc pour moi, si on est rémunéré par l'État, on est un peu fonctionnaire. Et si on est fonctionnaire, on est mobile. Fonctionnaire sans fonction. Sans fonction. Ah, mais si on est fonctionnaire, on est mobile. Ça fait partie de la fonction publique. Et donc on devrait dire à ces personnes qui vivent des minima sociaux, qui occupent des logements à Paris, parce qu'il y a certaines activités d'économie annexes qui sont peut-être plus commodes ou autres, on devrait leur dire, mais il y a de la place à Clermont-Ferrand, il y a de la place à Saint-Étienne, il y a de la place à Belfort, il ne faut pas encombrer le logement ici pour que des jeunes couples, des cadres, des étudiants n'arrivent pas à se loger, il faut aller vous loger ailleurs, puisque c'est l'État qui vous entretient de A à Z. Alors je sais bien que c'est provocateur, mais sans doute il y aura-t-il une redistribution à faire, et comme vous le dites, si on ne peut pas bouger les maisons, les logements, on peut peut-être bouger les populations, et plutôt que de pleurnicher lorsqu'il y a un immeuble qui brûle à Paris, et qu'il y a quelques familles qui s'entassent dedans, ce serait peut-être plus astucieux de réhabiliter cet immeuble pour quelques familles qui ont les moyens d'habiter là, puis ces familles qui n'avaient pas d'activité particulière et qui vivent des minima sociaux, leur demander d'aller un peu plus loin, là où elles pourront être accueillies convenablement. Donc je crois que par rapport à cette construction de logements, il faut construire plus, c'est sûr, il faut rénover le parc, c'est sûr, mais il faut aussi remettre sur le marché des logements vides, et pour les remettre sur le marché, il faut faire un peu de mobilité de population, et il faut aussi rassurer les propriétaires sur les rapports locatifs et sur la garantie de paiement. Si on arrive à mettre ça en place, je pense que la crise du logement n'est pas aussi aiguë que certains veulent bien le dire. C'est un peu pour exciter les foules.
Alors effectivement, on va une fois de plus vous taxer de dirigisme, ce serait un comble, vous connaissant, mais je pense que beaucoup de gens, et je l'ai entendu sur certains plateaux de télévision où vous étiez agressé parce qu'on vous accusait d'être soit le représentant des riches, soit de faire des propositions de caractère provocateur, comme celle que vous venez de faire. Pratiquer de la discrimination. Voilà. Mais finalement, est-ce que ça n'est pas le rôle d'un animateur social, au vrai sens du terme, celui que vous êtes, un président d'association, que de faire des propositions qui dérangent? Parce qu'au fond, la situation est très dérangeante. Alors, celui qui dérange, c'est qui? C'est celui qui ne fait rien, à mon avis, et non pas celui qui propose. Et ce qui serait bon, c'est qu'on ouvre le débat. En général, jusqu'à présent, enfin nous c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui comme les autres jours, mais il me semble que ces plateaux de télévision qu'on réunit avec, en grand arroi, avec des personnalités qui toutes ont de la valeur et sont intéressantes, devraient être prolongés, on devrait avoir de vrais débats. Quand vous lancez une idée comme celle-ci, est-ce qu'il ne faudrait pas, après tout, que les détenteurs de minima sociaux puissent se déplacer? C'est une idée qui mérite d'être creusée. Bon, est-ce qu'on a des débats de ce type dans les radios et les télévisions? Non, on ne les a pas, car une fois que l'idée est lancée, elle n'intéresse plus personne. Donc là encore, la balle est dans le camp des médias, c'est à eux d'essayer de faire ce travail-là. Alors, deuxième aspect que nous pourrions étudier également, c'est l'aspect patrimonial. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très choquant dans le fait que la propriété, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, soit considérée comme taxable et corvéable à merci. Après tout, est-ce qu'on ne peut pas un jour ou l'autre être délivré du souci d'entretenir l'État? Parce que vous l'avez dit, on a payé pour devenir propriétaire, on a payé l'impôt, on a travaillé d'abord, puis on paye sur les revenus si on loue cet appartement ou cette maison, on paye bien sûr des impôts. Et il me semble qu'il faudrait vraiment établir non plus un moratoire, mais une libération de la propriété, parce que sinon on n'arrivera à rien, vous l'avez parfaitement défini tout à l'heure. Est-ce que vous croyez qu'un jour ou l'autre, cette libération peut intervenir, ou est-ce qu'il ne faudra pas qu'un nouveau régime s'installe, avec cette fois-ci des convictions parfaitement ancrées, et pas d'ambiguïté comme celle qu'on relève en ce moment? Alors déjà, pour revenir un tout petit peu sur les médias, c'est assez étonnant sur la façon dont ils peuvent traiter les sujets. Moi, j'étais au colloque de l'UMP sur le logement. Pendant une après-midi, on a discuté, on a évoqué des idées, et à la fin de l'après-midi, le patron de l'UMP est venu tirer les conclusions, mais il n'avait pas écouté ce qu'on avait dit. Donc il avait déjà ses conclusions avant qu'on discute. Il m'est déjà arrivé de participer à ce genre de séance particulièrement gratifiante. Voilà, donc ça irrite un peu quelque part. Donc voilà sur cet aspect. Sur l'aspect de spolier la propriété, on a un vrai problème en France. On a 37 taxes ou impôts qui frappent la propriété. 37. Je veux dire, c'est impensable, c'est inimaginable. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on bouge sur la propriété, chaque fois qu'on fait quelque chose, on est taxé. La ville de Paris a vu ses recettes augmenter de façon considérable par les droits de mutation. Et chaque fois qu'il y a une mutation, il y a une partie de taxe pour la ville. Et donc rien que par l'augmentation des prix, rien que par les volumes de transactions, la ville de Paris s'enrichit. Je veux dire, c'est quand même sur le dos des propriétaires. Donc il faut qu'à un moment ou à un autre, on soit capable de remettre tout ça sur la table et de discuter. J'ai informé le président de la République actuel, lorsqu'il était ministre seulement, en lui disant cette interpellation, Monsieur le ministre, combien un propriétaire donne-t-il de ses revenus locatifs à l'État s'il est taxé au maximum? Il paye 40% d'impôt sur le revenu, s'il paye l'ISF, s'il paye la CSG, combien? Il m'a dit au moins la moitié. Je lui ai dit plus, monsieur le ministre. Il m'a dit les 2/3. Je lui ai dit plus, monsieur le ministre. Il m'a dit combien? Je lui ai dit 100%. C'est-à-dire que quelqu'un qui paye tous les impôts au taux plafond donne 100% de ses revenus à l'État, sans compter que tous les 25 ans à peu près, le patrimoine change de main, puisqu'il y a une succession, et que là, on paye encore à l'État, pour les gros patrimoines. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, un gros propriétaire donne tous ses revenus à l'État, et tous les 25 ans, il donne une partie de son capital. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'on soit capable de mettre sur la table et de dire il faut qu'il y ait une rentabilité, comme dans tous les secteurs de l'économie. Il faut qu'il y ait une rentabilité normale. Il faut qu'il y ait des contrats. Il faut qu'il y ait un respect des contrats, puisqu'aujourd'hui, contrat de location, il n'est jamais respecté, ni même les décisions de justice le concernant, ce qui est pas appliqué. Invraisemblable. Je veux dire, la justice dit on expulse telle personne, et le préfet dit oh ben non, j'ai pas envie de l'expulser. Et on l'expulse pas. Je veux dire, il y a que là qu'on voit ça, ça n'existe pas ailleurs. Donc on voit bien que
Aujourd'hui, il y a besoin presque, je dirais, d'un Grenelle de la propriété, hein, d'un grand débat avec des hommes responsables qui ne sont pas complexés d'être propriétaires. Et moi, dans toutes les assemblées que je fais, je vous disais que j'allais à Clermont-Ferrand, j'étais la semaine dernière à Besançon, j'étais hier à Rouen, je conclus toujours en disant, mais soyez fiers d'être propriétaires. Les propriétaires sont les premiers contribuables de France, sont les premiers employeurs de France par tous les travaux qu'ils donnent, sont les premiers logeurs de France, puisqu'on a vu le nombre de logements qu'ils mettaient à disposition. Mais quand on est le premier employeur, le premier contribuable, le premier logeur, on devrait être fier, on devrait avoir des statuts sur toutes les places au nom de la propriété. Et avec ça, il faudrait se cacher et se laisser taxer. Donc je crois vraiment ce gouvernement qui arrive pour notre pays devrait prendre la propriété à bras-le-corps et dire oui, je veux une France de propriétaires, mais pas pour les taxer, pas pour les spolier. Je veux une France de propriétaires pour les libérer, pour les responsabiliser, pour les intégrer. Et on verrait que le statut change complètement. Alors effectivement, je pense que vous venez de décrire ce qui pourrait faire la base d'une charte de la propriété, pas simplement des propriétaires, une charte de la propriété qui me paraît aujourd'hui indispensable, car il n'y aura pas vraiment de liberté en France, ni de propriété, si les droits ne sont pas garantis. On ne peut pas dépendre chaque année d'un texte, le plus souvent d'ailleurs rétroactif, contre toute logique et contre tout esprit comment appelle-t-on ça? On appelle ça la sécurité juridique, voilà, et la confiance légitime. Toute chose qui manque beaucoup dans notre pays, et donc tout ceci mériterait d'être travaillé. Je crains, mais nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission, je crains que le train, une fois encore, ne soit passé trop vite et qu'il faille remettre sur le chantier ce grand projet auquel je pense que vous allez vous atteler dès maintenant, car il me semble que les perspectives exigent de le faire. Mais avant que vous vous y atteliez, nous allons nous accorder quelques secondes de repos pour une brève pause technique. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous sommes donc sur le plateau d'Entre nous soit dit et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean Perrin, président de l'Union nationale de la propriété immobilière, avec qui, au cours de la première partie, nous avons évoqué un certain nombre des gros problèmes, des très très gros problèmes qui se posent à ceux qui sont propriétaires ou qui aspirent à l'être. Alors, je disais en terminant que cette charte de la propriété qu'il faudrait, je crois, lancer, essayer d'établir en France, est probablement le grand œuvre qui attend les véritables personnes éprises de liberté dans notre pays. Parce que c'est une vérité absolument admise que la propriété est vraiment la meilleure garantie de la liberté. Ça, tous les philosophes politiques l'ont dit, répété, et quand le contraire se passe, eh bien, la liberté est menacée. Or, dans un pays qui a toujours mis la liberté, paraît-il, au devant de ses préoccupations, puisqu'il est même sur le fronton des mairies et des édifices publics, donc je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Et ma certitude, en tout cas, est que si des gens comme vous, et nous et d'autres, parce que nous avons toujours milité dans le même sens, ne s'attellent pas à cette charte de la propriété, je crois qu'elle ne verra jamais le jour. Parce que si nous confions aux politiciens ce soin, ils ont un horizon qui est toujours réduit à la prochaine élection, donc c'est en général tout de suite. Et deuxièmement, la démagogie est hélas le fort de la plupart d'entre eux. C'est pourquoi il me semble que, ayant participé à un certain nombre de vos réunions, je pense que vos adhérents seraient probablement contents que vous mettiez en chantier cette charte de la propriété qui dépasserait, je crois, si c'est possible, en tout cas le cercle un peu plus étroit des propriétaires immobiliers. Qu'en pensez-vous? Oui, alors là-dessus, Claude, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit et montrer les imbécilités de ce qui se passe aujourd'hui en France, il y a un député dont j'ai du mal à me rappeler du nom, parce que entre ce que je pense et ce que je dis, il faut que je fasse attention. Il s'appelle Houillon. Et donc, oui, je le connais, il a été le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est bien sûr. Et qui a proposé je le connais de réputation, un amendement pour modifier l'article 1384 du Code civil, qui est le fait d'autrui, la responsabilité du fait d'autrui, pour demander à ce que les propriétaires soient responsables des actes de délinquance commis par les occupants de leur logement. Ce qui voulait dire qu'un squatteur dans un logement qui commet un acte de délinquance, c'était la responsabilité civile du propriétaire. Fort heureusement, nous avons pu, grâce au Sénat, faire retirer cet amendement. C'est récent, cette affaire-là? Oui, là, ça vient d'arriver. Ça a été mis à l'occasion de la loi sur la délinquance. Ça a été glissé dans la loi sur la délinquance à la commission des lois à l'Assemblée. Donc ça a été voté droite-gauche confondu, ce qui est quand même bien, au sein de la commission des lois. Et cet homme est un avocat. Oui, tout à fait.
et de droite. Et donc, il a déposé cela, et c'est parti au Sénat, et la sagesse des sénateurs a quand même permis d'enlever ce texte. Donc, quand on voit qu'on a des dirigeants qui sont capables, à un haut niveau, de raisonner de cette façon sur la propriété, on voit qu'il y a du chemin à faire. Alors, vous parliez de cette charte sur la propriété, qui me tient à cœur. J'ai donc essayé au congrès de l'UNPI à Dijon, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an, de signer un accord avec les propriétaires ruraux et les propriétaires forestiers. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui maintenant en France 3 associations, fédérations, donc les propriétaires ruraux, c'est toutes les terres agricoles, là, en général. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de propriétaires ruraux en France, alors qu'il y a plus de 300 000 exploitants. Alors, on voit l'ordre de grandeur. Donc là, il y a 4 millions de propriétaires ruraux. Il y a un peu plus de 2 millions de propriétaires forestiers. Donc on a une France qui est assez beaucoup. Et puis, il y a donc les 3 millions de propriétaires immobiliers. Et je crois que bailleurs, plus les 13 millions, je parlais propriétaires de résidence principale. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a 20 millions, grosso modo 20 millions de Français qui sont propriétaires et qui aspirent à ce que leur droit de propriété, à ce que l'exercice de la propriété soit mis en numéro 1, comme vous le disiez, au même titre que la liberté, l'égalité, la fraternité, pour y avoir la propriété. C'est un pilier de la société, c'est une valeur fondamentale. Et donc on est en train de voir comment on peut travailler ensemble. Par exemple, la propriété rurale, vous savez qu'il y a les SAFER, si vos téléspectateurs connaissent la SAFER, c'est une structure qui peut se permettre de préempter les terres, de les donner à qui elle veut, de réviser les prix, enfin de faire la pluie et le beau temps. Le statut du fermage est encore plus contraignant que les baux de location d'habitation. Et pour les forêts, je veux dire, avant de couper un arbre, il faut un accord dans le cadre d'un plan. Ce qui fait donc qu'on comprend bien qu'il y a une nécessité absolue d'organisation de notre territoire, de protection de la nature, mais en même temps aussi, on pense qu'on devrait avoir une certaine liberté en tant que propriétaire. Et pour inciter les gens à être propriétaires, il faut les rendre libres. Alors si on regarde le statut du fermage, le statut d'exploitation, baux de location, on se dit qu'on est mis dans un système type collectiviste, communiste, où l'État nous dit ce qu'il faut faire, l'État réglemente ce qu'il faut faire, l'État n'a pas toujours raison, hélas, parce qu'il ne connaît pas aussi bien que les acteurs, et donc on décourage les propriétaires. Donc demain, dans les années qui viennent, il faut que nos associations, qui ont déjà signé une charte, donc c'est un accord, on n'a pas pour l'instant d'action en commun, on a déjà un accord signé, il faut qu'on arrive à défendre ce droit de propriété et à le mettre en avant, parce que c'est pour moi un des enjeux de la société de demain. Rendez les gens propriétaires, vous les rendrez responsables, vous les rendrez intégrés, laissez-les à droite, à gauche, vagabonds, et puis il y aura des tas de problèmes, et les problèmes de banlieue, et ainsi de suite. Alors, la charte de la propriété, j'y pensais parce que j'ai vu, comme tout le monde, ce qu'a fait M. Hulot, Nicolas Hulot. Oui. Pas l'homme des vacances, M. Hulot, l'autre, qui est en perpétuelle vacances, semble-t-il. Oui, parce qu'il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. Donc, M. Hulot a réussi à faire signer sa charte par tout le monde, ou presque, alors que, qui représente-t-il? Un animateur de télévision connu, c'est tout. Et il me semble que, dans une hypothèse politique qui est évidente, il y a toujours des élections, nous pourrions, les uns et les autres, tous ceux qui sont attachés au droit de propriété, nous mettre d'accord sur un texte qui serait fédérateur, on ne va pas aller refaire le monde à propos de tout ça, mais le soumettre à l'ensemble des hommes politiques et leur dire: est-ce que vous êtes prêts à signer cette charte de la propriété? Ceux qui l'auraient signé ne seraient plus dans la même situation qu'aujourd'hui, où ils se disent: nous avons un mandat du peuple, qui que quoi. Donc, moi je crois que c'est ce genre d'action-là qui est de nature à changer les choses. Parce que, voyez-vous, quand vous décrivez la situation actuelle, il y a de quoi voir les cheveux se dresser sur la tête. C'est absolument effarant d'être soumis à de telles exactions de la part de l'État. Donc, cela ne changera pas simplement parce qu'on aura discuté avec tel ministre ou qu'on aura de bonnes relations avec tel autre. Ça changera s'il y a une véritable pression populaire, et cette pression populaire n'a pas besoin d'englober, me semble-t-il, 60 millions de personnes, d'autant plus qu'il y a des enfants dans les 60 millions. Mais il me semble que si les 5 millions, ne parlons que de celles-là, de personnes qui constituent le noyau dur de l'électorat de Nicolas Sarkozy, se mettaient d'accord peu ou prou pour se manifester, tout parti confondu. Il ne s'agirait pas de savoir si on est un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, mais dire voilà, il y a la propriété, on va essayer de la faire respecter. Bon, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait avoir une influence déterminante et que les prochaines élections ne se dérouleraient plus dans le même climat que maintenant. Est-ce que vous vous sentez les épaules, si je puis dire, je sais que vous les avez, mais est-ce que vous avez l'envie de vous lancer dans une opération de ce type? Alors, plusieurs choses.
sur se lancer sur l'opération, déjà à l'UNPI, on a une activité forte et donc on a besoin de partenaires, hein, on a besoin de personnes qui vont nous aider. Deuxièmement, on pense aussi que la propriété, ça passe par l'Europe. Qu'on le veuille ou non, on a un certain nombre de décisions à venir. D'ailleurs, on en a déjà qui concernent la propriété, qui viennent de l'Europe. Le taux de TVA, on est un peu soumis à l'Europe. Je veux dire, l'exercice du droit de propriété, de la responsabilité, on est un peu soumis à l'Europe, même si elle n'est pas directement compétente. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui découlent de l'Europe. Quand on nous dit qu'il faut un diagnostic de performance énergétique pour vos logements, il faut un diagnostic pour le plomb ou l'amiante, il y a beaucoup de normes qui viennent de l'Europe. Donc, on s'aperçoit aussi qu'en Europe, le droit de propriété est un peu mieux reconnu qu'en France. C'est le cas en Allemagne en particulier. C'est comme ça qu'on a supprimé l'impôt sur la fortune. En Suède, on vient de supprimer aussi l'impôt sur la fortune. Donc on voit que il y a un espoir de ce côté-là. Et donc, je suis en train de mettre en place, c'est pour qu'on ne peut pas tout faire, mais une UEPI, une Union européenne de la propriété immobilière. Alors là aussi, il existe déjà une UIPI, c'est une Union internationale de la propriété immobilière qui regroupe essentiellement des pays européens. Le problème, c'est qu'entre la situation de la propriété en Lettonie ou dans ces pays-là, sans vraiment leur jeter quoi que ce soit dessus, mais en Pologne même, c'est pas la même qu'en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France, en Italie. Et donc, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une Union européenne de la propriété qui soit pour ces pays à économie sensiblement identique, à état d'esprit sensiblement identique, et que par ce biais-là, on arrive à ces véritables chartes européennes de la propriété, où là on pourrait bénéficier des apports un peu extérieurs. Parce qu'en France, on est vraiment coincé sur le sujet. Alors après, si en France, quelqu'un, vous par exemple, prenez la tête d'un combat par rapport à une charte sur la propriété, mon organisation sera derrière vous. C'est-à-dire que je crois que les propriétaires ruraux, les propriétaires forestiers sont tout à fait... Il y a aussi la propriété industrielle, dont on ne parle pas tellement, mais qui est aussi une propriété. Important. Quand j'ai fait ce regroupement, cette association, j'avais associé aussi les propriétaires du littoral. J'avais associé aussi les propriétaires des salins. On ne sait pas les difficultés qu'ils ont pour ceux qui ont des salins en bordure de mer par rapport à l'urbanisme, par rapport à tout ça. C'est terrible. Et là aussi, ils ont tellement de textes, de lois, de règles que c'est extrêmement difficile. Donc si demain, tous les propriétaires, en quelque sorte... Vous voulez se donner la main Voilà, non mais c'est exactement ça. Si tous les propriétaires se donnaient la main et se donnaient un coup de main, je crois vraiment qu'on arriverait à mettre au point une charte et notre association serait tout à fait partie prenante dans un tel système pour essayer de faire s'engager les hommes politiques. On essaie, là, je viens d'envoyer tout de suite, là, cet après-midi à la presse et à tous les candidats parlementaires un dossier où je leur demande de s'engager. Donc j'ai une série de questions sur la propriété, l'avenir de la propriété, notamment la suppression de l'ISF, bien entendu, qui en fait partie, et où j'admets de la décomposer dans le temps, en disant sur le temps de la législature, pour arriver à la suppression, déjà rétablir le quotient familial, comme pour le reste, c'est pas évident, supprimer la première tranche, qui embête des tas de gens pour 3 fois rien, donc supprimer la première tranche, et supprimer définitivement. Donc voilà des sujets qui sont posés à tous nos candidats crédibles, et sur lesquels j'attends une réponse dans les jours qui viennent. Et le dossier est envoyé à la presse cet après-midi pour qu'il soit avec eux. Donc ça peut être déjà le début de la charte de la propriété, et donc ce travail, cette contribution, nous on est prêts à l'apporter au sauveur qui prendra le dossier sur ses épaules. Alors il y a un autre aspect qui est totalement négligé en France, et que nous allons utiliser de plus en plus, au point même que peu de gens savent que ce document existe. Il s'agit de la Charte des droits fondamentaux, qui a été signée à Nice lorsque les Européens se sont réunis à l'occasion du fameux traité de Nice, qui n'est pas un très bon traité, mais qui a quand même donné lieu à une charte qui est très intéressante, car c'est une charte qui engage l'ensemble des pays européens. Et là, c'est une charte qui est très proche de la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui a une valeur normative beaucoup plus importante, parce que les tribunaux sont obligés d'en tenir compte. Et nous avons, en ce qui nous concerne, dans nos actions sociales et autres, l'intention d'utiliser de plus en plus cette charte, qui est un élément qui peut être totalement déterminant, parce que là, vous pouvez, par l'utilisation de cette charte, accéder à des tribunaux qui sont beaucoup plus décideurs que ne l'est la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, dont les jugements sont certes importants, mais qui ont des effets qui sont relativement lointains et incertains. Donc voilà encore des aspects qui sont de nature à changer la donne en France. Parce que le fond du problème français, c'est qu'au fond, nous ne sommes pas un État de droit. C'est ça le fond du problème. Si nous étions un État de droit, les 37 taxes dont vous êtes accablés, vous les propriétaires, ou nous les propriétaires, seraient des textes qui disparaîtraient, les tribunaux les condamneraient. Et parmi les mesures qu'il faudrait prendre,
il y en aurait une qui serait, je crois, absolument essentielle, qui permettrait à chaque citoyen d'attaquer devant un tribunal, la Cour suprême éventuellement à créer, un texte qui lui fait grief. Voilà toute une série de véritables réformes qui n'ont jamais été abordées pendant la campagne électorale et qui, je crois, devraient être proposées, parce que sinon nous allons retomber dans le même cas de figure que vous et moi connaissons très bien, pour avoir bataillé ensemble sur des tas de terrains où la liberté était affrontée à ceux qui ne voulaient pas l'accorder ou qui empiétaient sur elle. Donc je crois que si nous ne faisons pas ces choses-là, alors j'ai l'air de vous donner des conseils, non je m'en garderai bien, mais enfin je lance des idées en espérant que nos téléspectateurs les saisiront elles aussi au bon. Alors revenons, si vous le voulez bien, Jean, sur la composition de votre association. Parce que bon, je connais un certain nombre d'entre vos membres, parce qu'ils font partie aussi de mes associations. Oui, on a pas mal de gens qui militent ensemble avec nous, mais qui sont ces Français, ces dizaines de milliers de Français propriétaires? Est-ce que c'est vraiment des gens aisés ou est-ce qu'il y a de tout? Alors, notre association, enfin moi quand j'ai pris la présidence, puisque ça va faire 5 ans, j'ai voulu qu'on enlève un terme de définition qu'on donnait, on disait ce sont des petits propriétaires. Et j'étais toujours embêté par le mot petit propriétaire. Et ce sont des propriétaires, mais d'un petit patrimoine. C'est-à-dire que les propriétaires en France, le propriétaire moyen, je vous ai dit qu'il y avait à peu près 6 millions de logements locatifs privés, et il y a 2,5 millions de propriétaires. Donc si vous enlevez les quelques gros qui ont 30, 40, 50, 100, 200, 300 logements qui sont pas nombreux, pour le reste c'est 1,2, 1,3, 2, 3 logements. 3, bon, donc on est donc aujourd'hui avec une catégorie de Français qui ont quelques logements. Alors ils l'ont eu soit par héritage, soit ils l'ont eu parce que des jeunes couples qui avaient les moyens ont acheté un logement pour les études de leurs enfants, puis après ils l'ont mis en location pour qu'ils puissent servir à d'autres, soit ils ont hérité de la maison familiale et puis comme ils avaient construit entre-temps, ils l'ont mise en location, soit ils ont fait quelques chambres pour faire des locations saisonnières dans une résidence qu'ils avaient assez bien placée. On n'a pas en France, ce que certains croient, des gros propriétaires d'immeubles, notamment des immeubles haussmanniens où quelqu'un aurait... Sur les sociétés d'assurance. Voilà, sur les sociétés d'assurance, des fonds de pension, mais ce ne sont plus des propriétaires, personnes physiques, individuelles. Donc aujourd'hui en France, on a des gens qui ont un petit patrimoine, mais qui, par le fait d'avoir une résidence principale, d'avoir un livret de caisse d'épargne ou un peu de placement bancaire, une petite assurance vie et un logement locatif, sont à la première tranche de l'impôt sur la fortune. Donc on a souvent tendance à penser qu'ils sont riches. Mais ils ne sont pas riches du tout. Je veux dire, ce patrimoine-là n'a pas une valeur exorbitante, et par ailleurs, leur résidence principale, ça ne sert jamais qu'à les loger. Et quand on introduit la résidence principale dans l'ISF, dans l'impôt sur la fortune, je veux dire, on lui donne tout de suite une ampleur conséquente, notamment dans des villes comme Paris, mais qu'on soit logé à Paris ou à Saint-Étienne, on n'est jamais que logé. Et donc, faire payer quelqu'un sur le fait d'être logé, c'est la première négation de la propriété. Imaginez que quelqu'un qui réussit dans sa vie à avoir un toit pour se loger, on va lui dire, t'es riche, tu payes l'impôt sur la fortune parce que t'es dans tel arrondissement de Paris. Dire ça, nous, on ne peut pas l'accepter. Et je crois vraiment que cette catégorie-là de personnes vient rejoindre nos rangs à l'UNPI et tous ces propriétaires qui étaient artisans, commerçants, professions libérales, qui n'avaient pas des retraites phénoménales, qui au cours de leur vie ont dit tiens, on va épargner un peu, on va acheter un logement, on le mettra en location. Donc voilà la population de propriétaires français. Voilà les riches qu'on veut taxer. C'est vraiment inadmissible. Et je dirais à la limite, ils sont moins riches que certaines candidates à l'élection présidentielle. Oui, on a appris en effet que leur patrimoine n'était pas négligeable. Voilà. Enfin, il y a une jurisprudence quand même, parce qu'on sait maintenant qu'on peut déclarer 5 fois moins que ce que ça vaut. Ah, donc c'est quand même intéressant. C'est une loi ou... Je sais pas si c'est une jurisprudence. C'est une habitude. Voilà, c'est une pratique. Une habitude pratique. Bon, mais on voit qu'on n'a pas en France des grosses fortunes. Donc je crois vraiment que le premier signe que l'État pourrait donner pour réhabiliter la propriété, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune. Je crois que c'est vraiment, ça serait un signe fort. D'abord, ça coûterait rien à l'État, puisque ça rapporte rien. Ça rapporte moins que ça coûte. Voilà, et tous les capitaux qui s'évadent et tout. Bon, même si Johnny Hallyday revient, je veux dire, ça fera pas grand-chose. Mais je veux dire, vraiment, il faut donner des signes forts. Le premier signe fort, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune. Le deuxième signe fort, c'est de redonner de la liberté à l'exercice du droit de propriété, et non pas de mettre des droits de préemption urbains, de mettre des droits d'expropriation. Alors il faut qu'il y ait ce nombre de choses qui se fassent. Mais je crois qu'il faut redonner de la liberté à la propriété. Et on verra qu'on changera la mentalité des Français. Parce que les autres pays, le Maroc par exemple, les gens sont propriétaires à 90%. C'est étonnant quand même. Mais là, on va
valorise la propriété. L'Espagne, on valorise la propriété. Si quelqu'un est propriétaire, c'est un plus. C'est normal dans la société. Il a fait quelque chose de plus que les autres. Moi, je crois qu'il faut le valoriser. Si quelqu'un a un emploi, c'est bien, il est méritant, il travaille. Si quelqu'un est propriétaire, c'est bien, il est méritant, il travaille. Si quelqu'un a une famille, c'est bien, il prépare l'avenir. Je crois qu'il faut qu'on revienne. Là, alors, évidemment, qu'on n'aille pas me dire que je dis travail, famille, patrie. Mais en quelque sorte, dire ça n'est pas parce que la devise a été utilisée en voilà, que les mauvaises en soient abandonner. Voilà, parce que je veux dire, si quelqu'un aujourd'hui est capable de travailler et de vivre du fruit de son travail, est capable d'être propriétaire pour y installer sa famille, qu'elle y vive comme il faut, en sécurité, et qu'elle sente son avenir assuré, et puis qu'il respecte les lois de son pays, ça m'apparaît quand même quelque chose d'assez bon pour la vie dans la société, et donc je défendrai toujours ces valeurs-là, et j'espère qu'un jour on arrivera à ce qu'elles soient citées en exemple, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, il y a un problème de méthodologie. Là, on arrive à la politique, alors non pas au sens politicien du terme, mais aux méthodes politiques qui permettent de faire ces réformes. Vous le savez aussi bien que moi, et même peut-être mieux, puisque vous êtes aussi un acteur du jeu politique, que on ne peut pas faire grand-chose au-delà de quelques mois. Lorsqu'une majorité arrive, elle a au mieux 6 mois pour agir, donc elle doit arriver avec ses cartons totalement remplis. Elle doit savoir ce qu'elle va faire, et non pas commencer les concertations pour savoir si on va le faire. C'est un premier point. Le deuxième point, surtout, ne pas employer la méthode que va employer par exemple M. Darcos. J'ai appris ça hier en lisant le journal. M. Darcos a expliqué que dans ce qui concerne la carte scolaire, il allait faire un essai qui va concerner 10 à 20% des établissements, et qu'ensuite on verrait, mais qu'il n'est pas question de créer un marché libéral de l'éducation, etc. etc. Bon, c'est la meilleure façon d'échouer. En tout cas, s'il voulait échouer, il aurait fait ça. Car quand il va commencer à mettre ça en œuvre, ce sera déjà trop tard, puisque l'année prochaine est déjà engagée. Donc, les gens qui ont été battus à l'élection vont se réveiller, et vont dire, attendez, mais c'est scandaleux, c'est une honte, vous faites de la discrimination, etc. Donc ça ne sera pas fait. Et il en ira de même très probablement d'un certain nombre d'autres mesures qu'on nous a annoncées et qui seront mises en œuvre d'une manière extrêmement précautionneuse, pour ne pas être plus méchant. Donc moi je pense que nous avons presque le devoir, nous tous qui sommes épris de liberté et de responsabilité, de remettre sur le métier dès maintenant un chantier politique sans nuance politicienne, une fois encore. Il ne s'agit pas de savoir dans quel parti, dans quel autre, mais de travailler sur une base qui, elle, s'imposera le moment venu à ceux qui porteront ce message. Là, M. Sarkozy a été élu parce qu'il a porté un certain message. Il a porté le message, finalement, de la France qui en avait par-dessus la tête de toute une série de problèmes. Il a su le faire avec talent. Malheureusement, il arrive là sans grand biscuit dans sa musette, parce que, en réalité, il n'était pas prêt à tout cela. Il est peut-être surpris. Il est peut-être surpris, peut-être. Enfin, en tout cas, on en est là, et personnellement, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, j'ai de bonnes raisons de penser que les espoirs qui ont été mis dans une présidence qui ferait vraiment une rupture risquent fort d'être déçus. D'ailleurs, votre intervention liminaire, si je puis dire, allait dans le même sens. Vous êtes trop réaliste pour penser que demain, on va vivre dans un État qui sera débarrassé de toutes les servitudes qu'on impose à la fois aux propriétaires et tout simplement aux citoyens. Alors, j'aimerais que nous terminions notre entretien sur des considérations peut-être un peu plus terre à terre, un peu plus d'actualité. On parle beaucoup du krach immobilier à venir ou qui peut venir, et on a eu en Espagne récemment quelques prémices de ce krach immobilier. Est-ce que vous croyez que nous sommes menacés d'un effet de contagion, ou est-ce que ce problème, qui est effectivement important en Espagne, car plusieurs sociétés ont fait faillite, restera limité à l'Espagne? Quel est votre pronostic? Oui. Mon pronostic, c'est que la France n'est pas dans le contexte de l'Espagne, et que la France aujourd'hui en Europe est dans les pays les moins chers. On a encore une demande. Vous avez évoqué tout à l'heure ces familles qui se desserrent, ces gens qui divorcent, ces personnes qui vieillissent, et c'est bien. Donc on a une demande. Alors après, la question, c'est est-ce que la demande est assez solvable? Et je crois que s'il y a demain une crise en France, ça sera une crise du revenu. C'est-à-dire une crise de ces personnes qui n'ont pas les moyens de vivre comme elles pourraient espérer vivre dans un pays qu'elles aiment et qu'elles ont vu beau et riche. Vous savez, quand un pays peut brûler 50 000 voitures par an puis détruire 50 000 logements par an, il est riche quand même. Oui. Bon, et donc je crois que les gens
je pense qu'on ne vit pas comme ils pourraient vivre dans ce beau pays qu'ils aiment. Et donc je crois que s'il y a crise, elle viendra de là. Mais crise du logement en tant que tel, j'y crois pas trop, parce que le prix de l'ancien est fait par le prix du neuf. Et le prix du neuf, lui, il est fait par 4 critères. Premièrement, le coût du foncier. Et je vois pas comment le foncier va baisser. Deuxièmement, le coût des matériaux, les matières premières. Je vois pas comment les matières premières vont baisser. Troisièmement, les normes. Et les normes, elles sont plutôt plus contraignantes que moins contraignantes. Et les normes vous obligent à prendre des matériaux que vous ne preniez pas, et si vous ne les preniez pas avant, c'est parce qu'ils étaient plus chers. C'était pas bon. Donc on voit que tout ça va dans le même sens. Et enfin, la main-d'œuvre. Et le prix de la main-d'œuvre dans le bâtiment va, de mon point de vue, augmenter beaucoup, parce que déjà les gens sont mal payés. On a du mal à trouver des gens, et c'est pas normal qu'ils soient si mal payés dans le bâtiment. Deuxièmement, on a besoin de plus de technicité. Quand vous posez des portiers vidéo, quand vous posez des alarmes sécurité, c'est pas la même chose que d'empiler des agglos les uns sur les autres. Donc je crois que ces 4 critères qui font le prix de l'immobilier vont plutôt dans un sens d'augmentation. Et donc derrière, le prix de l'ancien suit un peu le prix du neuf. Derrière. Donc pour moi, pas de crise. Par contre, la crise, c'est la capacité des Français à pouvoir accéder à ce marché. Et donc de regarder des belles résidences, de regarder de la propriété, et de ne pas pouvoir se l'offrir. Et là, on va avoir une crise politique. Oui. Donc des personnes qui vont être déçues de la façon dont est géré le pays, qui fait qu'ils n'ont pas accès à ce à quoi ils pensent pour avoir droit. Et là, je crains beaucoup. Et c'est là où je crois que nous, les autres, on doit sensibiliser ces personnes pour leur dire, venez nous rejoindre, venez avec nous, pour vous battre, parce qu'il faut qu'on se batte pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que demain, vous ayez les moyens d'accéder au minimum normal qu'on a droit dans un pays, c'est de travailler, d'être logé, d'avoir un peu de vacances, on va vivre normalement et d'être soigné quand on est malade. Donc, je crois que notre problème est plutôt là, parce qu'on est en train de fabriquer une France de pauvres, de faire un nivellement par le bas avec tous ceux qui nous arrivent et qui n'ont pas trop de moyens. Et je crois que ça, les Français le rejettent et l'ont rejeté. Alors ils ont espéré dans Nicolas Sarkozy qui a dit je vais rompre avec tout ça. Et comme vous le dites, il a 6 mois pour le faire. S'il le fait, je me réjouirai avec vous. S'il ne le fait pas, je crois que nous, il faut qu'on est prêt derrière nous, ou qu'on soit prêt avec, à dire il faut qu'on alerte, il faut qu'on remue, parce que vous, les politiciens, là, ça ne va pas. Vous n'êtes pas au niveau, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas le courage, je ne sais pas, mais il manque quelque chose. Alors effectivement, je pense que votre analyse est marquée au coin de la lucidité. Je crains qu'elle ne se vérifie assez vite. D'ailleurs, on a, comme vous l'avez dit, 6 mois devant nous pour vérifier les choses. J'ai les meilleures raisons de penser, hélas, que rien n'est prêt, parce que je connais quand même beaucoup des acteurs de la politique, et je vois qu'ils n'ont pas grand-chose dans leur sacoche. Ils ont des textes. Regardez ce qui se passe, par exemple, avec l'affaire des franchises qu'on doit imposer éventuellement sur les remboursements de maladies. Bon, on voit que un des ministres, le haut-commissaire, il n'est pas ministre, nommé, remet en cause déjà, ce qui n'est pas une surprise, il a toujours dit ça. Mais pourquoi l'a-t-on pris comme haut-commissaire? Le principe même de la franchise. Alors, Monsieur Bertrand dit, oui, on n'est pas dans une caserne, on a le droit de discuter, certes, mais enfin, un gouvernement peut discuter, mais à un moment, il faut prendre des décisions. Avec les heures supplémentaires, on commence à dire, le Conseil constitutionnel validera pas, parce qu'il va dire qu'il n'y a pas égalité de traitement entre ce qui fait 1 heure non imposable et ce qui fait 1 heure imposable. Exactement. Et tout est à l'avenant. C'est bien qu'on a eu une campagne qui a été finalement un peu en trompe-l'œil. Nous avons entendu des choses très agréables. Je dois dire que Nicolas Sarkozy a parlé avec beaucoup de talent et beaucoup de force de conviction de tous ces problèmes. Malheureusement, sa force de conviction était toute seule. Elle était, je dirais, sans ce qui doit accompagner la conviction, c'est-à-dire l'ensemble de l'appareil nécessaire pour que les idées deviennent des faits. Alors, je vous donne, mon cher Jean, rendez-vous très prochainement pour en reparler, avec plaisir, pour voir si l'action que vous menez obtient des résultats, et surtout si nous allons devoir, comme disait l'autre, nous y mettre la main à la pâte pour essayer d'arranger les choses. En attendant, madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver donc très prochainement, non pas sur nos lignes, mais sur nos ondes. Portez-vous bien, soyez heureux, à bientôt, et vive la France.